Bonjour à tous, merci pour votre présence pour ce webinaire où je vais vous parler de la cotation verte, qui est une expérimentation actuellement en cours à la Banque de France auquel a participé Adecia. Et donc, je vais vous faire un partage d'expérience. Donc, ce webinaire s'inscrit dans la série de webinaires qu'on fait mensuellement euh, à Adecia pour parler de la RSE de manière concrète et opérationnelle. Donc, petit résumé des épisodes précédents. À la toute première présentation, fin septembre dernier, je vous avais fait un premier webinaire sur les obligations réglementaires en matière de RSE. Et je vous avais présenté notre outil de simulation pour voir rapidement quelles sont les obligations réglementaires qui s'appliquent à votre entreprise en termes de protection de l'environnement, mais aussi obligations sociales. Et à cette occasion-là, j'avais pris, c'est la photo en haut à gauche, pour illustrer ce que c'est que l'effet de serre. Je vous avais pris l'exemple de la voiture, c'est-à-dire que l'été, on va à la plage, il fait chaud, on rentre dans la voiture et il fait encore plus chaud. Et donc, c'est une manière de vous illustrer ce qu'est l'effet de serre additionnel, c'est-à-dire que les rayons du soleil rentrent dans la voiture et restent bloqués par les vitres. C'est ça l'effet de serre. Et donc nous, à l'échelle planétaire, on crée un effet de serre additionnel, c'est-à-dire que l'atmosphère, c'est ces vitres qui sont là naturellement, qui retiennent la chaleur dans l'atmosphère, sinon les rayons du soleil s'en iraient. L'effet de serre additionnel, et ben en fait, c'est le fait qu'on émet des gaz à effet de serre qui vont amplifier, on va dire, l'épaisseur de la vitre et donc empêcher encore plus les rayons du soleil de s'en aller. C'est pour ça qu'on parle d'effet de serre additionnel. Dans le deuxième webinaire, je vous avais présenté des TPE du bâtiment qui font beaucoup d'actions en matière de protection de l'environnement. Donc, c'était un témoignage interview. Et en matière d'effet de serre, j'avais précisé, donc c'est la photo du verre d'eau, qu'il y a plein de sortes de gaz à effet de serre. Donc, dans le verre, j'avais, avec l'histoire du verre, illustré l'idée qu'il y a plein de sortes de gaz à effet de serre et que le problème des gaz à effet de serre, c'est que c'est difficile à diluer dans l'atmosphère puisque c'est pas des choses qui sont naturellement présentes. Donc, en fonction de la nature du gaz à effet de serre, de la zone géographique, du niveau de hauteur dans l'atmosphère, les gaz sont difficiles à dissoudre. Donc, il y en a plein de sortes, hein. Il y a le méthane, le protoxyde d'azote, des gaz issus des gaz frigorifiques, en fait. Et puis, il y a forcément le CO2 qui est le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère, celui qu'on émet le plus, notamment par la combustion d'énergie. Et donc, pour simplifier, puisqu'ils ont tous une durée de vie différente dans l'atmosphère, donc ils sont tous difficiles à diluer, mais de manière différente dans l'atmosphère, et qu'en plus, ils ont un pouvoir réchauffant qui est différent, qui est variable, et ben, du coup, pour simplifier, on parle tout le temps d'équivalent CO2, d'équivalent carbone. Tout ça, c'est la même chose. C'est pour parler des gaz à effet de serre, mais pour faciliter la lecture, on imagine que tous ces gaz à effet de serre, c'est comme si c'était que du CO2. J'y reviendrai tout à l'heure à propos du bilan carbone. Dans le troisième webinaire, je vous avais parlé des différentes sortes d'énergie, puisque je viens de le dire, l'utilisation d'énergie est fortement liée à la combustion et donc aux émissions de gaz à effet de serre. Et j'en avais profité pour vous présenter l'accompagnement sur des projets photovoltaïques et plus largement l'accompagnement qu'on propose à Adecia pour vos recherches de subventions et de financement de vos projets. Et je vous avais présenté en même temps une entreprise, un bureau d'études qui s'appelle SOC Solar, qui est spécialisé dans tout ce qui est installation de panneaux photovoltaïques. Le dernier webinaire au mois de novembre, je vous ai montré le témoignage d'une TPE qui ne se sentait pas concernée par la RSE jusqu'au moment où son gros client lui a demandé de lui rendre des comptes sur ses engagements et a bien failli perdre son marché. Donc, pour l'occasion, j'avais pris la métaphore du cinéma en faisant des liens avec les films et en vous parlant de ce que nous, on fait chez Adecia avec le check-up carbone qui s'adapte à toute taille d'entreprise pour justement déjà commencer à faire le point sur ce que l'entreprise fait en termes d'action
pour protéger l'environnement et que cela serve de document, certifié par le cabinet pour que, la TPE puisse, montrer, sa démarche de manière certifiée à son client, voire à sa banque ou à un investisseur pour justifier de sa démarche RSE. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la cotation verte et vous allez voir que je vais revenir sur pas mal de ces éléments. C'est pour ça que j'ai fait ce résumé. Et puis, je me suis mis le défi de parler d'art et donc de vous illustrer mes propos avec des œuvres d'art. Donc, je ne vais pas toutes vous les détailler, hein, c'est aussi une illustration, mais si vous voulez en discuter à la fin, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, sur la cotation verte, eh ben, je vais vous expliquer comment le monde de la finance est entré dans une nouvelle dimension. Donc comment ça s'est passé? Ça s'est passé très rapidement en fait, hein. Ça a beaucoup, fait, volte-face depuis le Green New Deal causé par, la crise du Covid. Donc, les premières fortes réglementations dans le monde de la finance, elles sont arrivées en 2021 avec l'arrivée de la SFDR. Donc, je vais vous, épargner l'anglicisme. Disons que c'est une déclaration, qui s'adresse aux investisseurs et aux banques pour dire où va leur argent. Donc ils sont obligés annuellement de dire: «Voilà, on a mis tels et tels investissements dans telles et telles activités et voilà pourquoi on considère que c'est, écologiquement ou socialement responsable d'avoir fait ces investissements». Le problème de cette réglementation, c'est qu'en fait, les investisseurs et les banquiers n'ont pas de grille de lecture. C'est difficile pour eux de savoir qu'est-ce qui est vraiment éco-responsable ou pas. Et du coup, c'est aussi ça qui a encouragé, la flambée, des labels, des certifications et cetera. Et donc l'Union européenne a dit: «Bah, il faut qu'on arrive à créer une, grille de lecture commune» qui s'appelle aujourd'hui la CSRD. Donc ça faisait 2 ans que c'était dans les tuyaux et l'Union européenne a voté le 30 juillet dernier la création d'une CSRD. Alors c'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, je pourrais vous en parler à la fin si vous avez des questions. Disons que la CSRD, c'est une déclaration de performance extra-financière, comme ça existait avant. Simplement, ça va s'adresser à beaucoup plus d'entreprises et c'est beaucoup plus complexe puisqu'il y a 12 normes de reporting à réaliser et chacune de ces normes fait l'objet d'un cahier des charges d'environ 40 à 60 pages par norme. Donc c'est quelque chose qui est très lourd à mettre en place pour des grosses entreprises, comme la petite TPE, dont je parlais, précédemment, dont j'avais présenté le témoignage. Heu, Toutes les petites TPE et PME qui travaillent pour des grosses entreprises doivent se préparer au fait que ces grosses entreprises vont devoir répondre à la CSRD et donc demander des comptes à leurs fournisseurs et prestataires. Même si c'est des TPE, il faudra qu'elles soient en mesure de répondre aux entreprises qui sont soumises à la CSRD. Donc cette réglementation est appliquée là, à l'heure où je vous parle, depuis le mois de janvier 2024 en France, hein. Elle est déjà traduite dans le droit français. On est un des premiers pays en Europe à l'avoir, aussitôt, transcrit, dans notre droit et on n'a pas fait que ça. La Banque de France s'est aussi saisie du sujet avec la mise en place d'une cotation verte. Donc c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc vous voyez déjà sûrement à cette c'est déjà ce premier résumé que, bah, il y a un volte-face qui est fait dans le monde de la finance. Alors, j'aime pas trop le mot volte-face parce que ça aurait tendance à dire, on est passé du méchant au gentil. C'est pas tout à fait le sujet, donc c'est pour ça que je vous ai présenté, le tableau de l'autoportrait de Rembrandt qui date du XVIIe siècle et qui avait fait, volte-face dans le monde de l'art avec cette façon de représenter l'ombre et la lumière. Donc pour créer un effet de relief et un effet réaliste. Je pense que ce changement qui se passe dans le monde de l'art, c'est la même chose en fait. On est en train de passer de l'ombre à la lumière des données des entreprises. Donc jusque-là, la Banque de France, elle faisait une cotation financière, c'est-à-dire que la Banque de France publiait un indicateur de la santé financière de toute entreprise et en gros, ça consistait à évaluer la capacité de remboursement de cette entreprise. Si elle souhaitait, par exemple, réaliser un emprunt auprès de sa banque, bah, la banque allait consulter l'indicateur de santé financière auprès de la Banque de France. Donc très pratique pour les banquiers et puis, même pour des investisseurs, par exemple, ou pour faire des demandes de levée de fonds.
Ce qui est en train de se passer, donc, c'est on passe en lumière ce qui était jusqu'à l'heure dans l'ombre, c'est-à-dire les données extra-financières avec la cotation verte. Donc, globalement, de quoi il s'agit pour la Banque de France? Eh ben, ils vont évaluer la maturité de la stratégie d'entreprise pour répondre aux risques de transition vers le bas carbone et aux risques physiques relatifs aux aléas climatiques qui pèsent sur l'activité de l'entreprise. Donc, je vais vous clarifier tout ça juste après. Ce qu'il faut se dire, c'est que autant la CSRD, ça va concerner des grosses entreprises, hein. On parle de plus de 250 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus, enfin, toutes les entreprises en France ne sont pas dans cette situation. Heureusement et malheureusement, on dira pour elles. Ce qui est clair, c'est que la cotation financière, on est dans un changement d'échelle. Il y a une sorte d'effet papillon qui est vu par la Banque de France. Je vous ai mis cette image, c'est une représentation artistique par de l'intelligence artificielle, donc c'est la fractalité d'un flocon. Et j'aime bien l'idée du fractal pour illustrer parce qu'en fait, la Banque de France s'est adressée aux entreprises du CAC 40, puis aux grands comptes, et maintenant est en train de passer aux ETI. Et l'objectif, c'est d'aller vers des petites entreprises avec un déploiement massif qui est prévu en 2025-2026. Donc c'est un peu comme la fractalité, c'est-à-dire qu'on est passé de la très grande échelle à la petite échelle, et en même temps, ça reste le même exercice, le même type de cotation qui va être appliqué. Donc, forcément, Adessia est une ETI, en fait, hein, une entreprise de taille intermédiaire, puisqu'on est 400 salariés. Et donc, bah, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a été sollicité par la Banque de France pour participer à l'exercice. Quand je dis exercice, ça veut dire que là, ils sont en train de tester avec le CAC 40, les grands comptes et les ETI leur outil. Mais encore une fois, ils testent leur outil pour que ce soit vraiment applicable en 2025-2026. Donc, il faut quand même s'y préparer. Pourquoi ils font ça? Eh ben, leur objectif principal, c'est de vérifier que les entreprises françaises soient prêtes à répondre aux objectifs de la COP 21 avec la stratégie nationale bas carbone. Alors, c'est une stratégie sur laquelle je ne vais pas m'étendre maintenant, mais il faut se dire que l'objectif, c'est de réduire de 5%, voire 7%, les émissions de gaz à effet de serre des entreprises de tout secteur d'activité par an. Avec certaines activités comme le BTP, j'en avais parlé dans mon webinaire avec les TPE du BTP, l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, c'est vraiment de réduire de 90-95% les émissions de CO2 du BTP pardon, d'ici 2050. Donc, il va falloir que ces entreprises en France soient prêtes à atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est l'intérêt de cette cotation verte. Alors, pour se la représenter, finalement, moi j'aime bien l'image du karma, parce que je trouve que ça veut tout dire, et en plus c'est quelque chose d'ancestral, hein. Le karma en Inde, ça existe depuis le 13e, 14e siècle, c'est l'image que vous avez ici dans un temple indien. Donc, l'idée du karma, c'est quoi? C'est on fait des actions, des bonnes et des mauvaises, et on regarde les résultats que ça a, des résultats réels et potentiels. Bah, pour les entreprises, c'est un peu ça, hein. Il va falloir faire l'analyse de son propre karma d'entreprise. Donc, pour les actions bonnes ou mauvaises, principalement, ça va tenir dans un bilan carbone, qui est une marque déposée, hein, qui appartient à l'association Bilan Carbone. Et dans un deuxième temps, il va falloir regarder quels sont les risques qui pèsent sur l'activité de l'entreprise du fait de ces bonnes actions. C'est-à-dire, je suis une entreprise, j'émets des gaz à effet de serre de par mon activité. C'est obligé pour toute activité d'entreprise. Il y a des émissions de CO2. C'est impossible d'être ce qu'on dirait neutre en carbone. À partir du moment où juste les salariés respirent, il y a des émissions de CO2. Dire on est neutre en carbone, c'est un mensonge. Et ces émissions de carbone, le truc, c'est que ça va réchauffer l'atmosphère, je l'ai dit, mais du fait du réchauffement de l'atmosphère, il va y avoir le réchauffement climatique et il va y avoir des aléas climatiques. Donc, dans un deuxième temps, en plus de mes actions, je vais regarder mon entreprise, qu'est-ce qu'elle risque d'un point de vue climatique. Alors, pour faire d'abord l'analyse du bilan carbone,
Ça se base sur 3 niveaux. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de ce que c'est que d'un bilan carbone, ce que c'est que la méthode bilan carbone, mais au moins vous donner un premier niveau de lecture. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, c'est un calcul à 3 niveaux, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, pour vous illustrer, pour une fois, j'ai un peu changé avec les cercles concentriques qu'on peut avoir. Je vous ai pris l'image de l'escalier de De Vinci, qui est à Chambord, qui est unique au monde parce qu'il est fondé sur la structure, une structure hélicoïdale comme une ADN. Alors, l'escalier date du XVIe siècle. L'ADN a été découverte en 1962, en tout cas la structure de l'ADN. Donc, Monsieur De Vinci était largement en avance sur son temps. Et je fais le parallèle avec le bilan carbone, puisque c'est aussi une invention française, hein. C'est Jean-Marc Jancovici qui l'a inventé dans les années 90. Et c'est aujourd'hui partie intégrante non seulement de la cotation verte, mais aussi du CSRD. Donc, c'est une analyse à 3 niveaux. D'abord, le scope 1 avec les émissions directes causées par l'activité de l'entreprise, donc principalement sa consommation d'énergie. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes, notamment liées au procédé de production de l'énergie que consomme l'entreprise. Donc, ce n'est pas vraiment sa faute si, par exemple, elle est en Allemagne et qu'elle a une électricité très carbonée parce que c'est beaucoup d'électricité faite à base de charbon. Il n'empêche que le fait que l'entreprise consomme de l'électricité, il y a des émissions indirectes du fait que l'électricité est produite par du charbon. Donc, c'est ça que représente le scope 2, les émissions indirectes. Et enfin, le plus haut, le plus important, les émissions indirectes autres. Donc, tout ce qui est lié à l'utilisation de marchandises et de services par l'entreprise, c'est considéré comme des émissions indirectes autres. Donc, le principe de ce calcul d'émissions de gaz à effet de serre dans la cotation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire on va regarder de quoi l'entreprise est coupable, mais on va plutôt regarder de quoi elle dépend en termes d'accès à l'énergie aux matières premières. C'est plus une analyse de dépendance de flux d'énergie et de matières premières qui pèsent sur le modèle économique de l'entreprise. Finalement, réaliser un bilan carbone, c'est réaliser une étude de vulnérabilité économique de l'entreprise. Alors, pas sur les 2 années à venir, hein. On est plutôt sur des perspectives à au moins 10, 20 ans. Mais il n'empêche que c'est ça, réaliser un bilan carbone, puisque finalement, quand on réduit des émissions de CO2, on réduit sa dépendance aux énergies et aux matières premières, et donc on essaie de limiter la vulnérabilité économique de l'entreprise. Donc, pour faire ces 3 scopes, finalement, on va se baser sur l'activité interne de l'entreprise, mais aussi ses activités en amont pour le scope 3, donc tout ce qui est prestataire et fournisseur notamment. Et puis en aval sur, en fin de chaîne de production, comment comment les produits et services de l'entreprise vont être utilisés par les clients, mais pas que. En gros, si vous voulez faire un bilan carbone au sein de votre entreprise, il va falloir, sur les activités de production interne pour le scope 1 et 2, c'est assez rapide. Ça va être l'utilisation d'électricité, de chauffage, éventuellement de climatiseurs et de véhicules d'entreprise. Ça, c'est le scope 1. Dans le scope 3, vous avez l'amont et l'aval. Donc, en amont, il va falloir regarder tout ce qui est transport professionnel, transport domicile-travail, les déchets de l'activité de l'entreprise, les frais de matières premières et d'énergie, donc l'acheminement des matières premières et de l'énergie, et de la marchandise, pardon. Les achats de marchandises et de services, c'est-à-dire si je consomme du bois, par exemple, mais aussi si je consomme des métaux, tout ça, c'est des émissions de gaz à effet de serre indirectes. Et puis en aval, on va regarder aussi tout ce qui est livraison client, utilisation des produits et services par les clients, la fin de vie de mes produits, et puis aussi un peu d'annexes comme le leasing ou les investissements que peuvent faire l'entreprise ou si l'entreprise a des franchises ou l'impact de ses distributeurs. Donc, tous ces éléments doivent être collectés au sein de l'entreprise pour ensuite pouvoir être convertis en équivalent CO2 avec donc tous les gaz à effet de serre que ça comporte, c'est ce que je disais, hein. Vous avez le CO2 pour l'énergie, mais vous allez aussi avoir des gaz liés au système frigorifique et au climatiseur.
Et puis, vous allez aussi avoir tout ce qui est, j'en ai oublié un, si vous êtes dans l'agroalimentaire, tout ce qui est protoxyde d'azote, puisque c'est lié notamment à tout ce qui est épandage sur les champs. Donc, tous ces gaz à effet de serre sont résumés sous forme de carbone ou de CO2. Il n'empêche qu'on parle de différents types de gaz à effet de serre. Et tout ça, je le répète, est lié à l'activité économique de votre entreprise. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, chez Adesia, on propose ce qui s'appelle une analyse de votre comptabilité sous forme de bilan carbone. Donc, ça s'appelle de la comptabilité carbone analytique. Ça veut dire que ce que je viens de vous dire, c'était du bilan carbone. La comptabilité carbone analytique, c'est une restitution de vos émissions de CO2 qui correspond à la manière dont vous lisez votre bilan comptable. On est parmi les seuls à proposer ça, hein, c'est très en amont. C'est-à-dire qu'on prend votre bilan comptable, on prend votre bilan analytique si vous en avez un, et on s'assure de vous restituer vos émissions de CO2 conformément à cette comptabilité que vous pouvez avoir, comptabilité financière. On veut vraiment faire le lien entre les deux, pour faciliter déjà la lecture, mais aussi la prise de décision, parce que finalement, on se rend compte que si vous voulez réduire la facture d'électricité de votre entreprise, c'est totalement lié à la facture environnementale de votre entreprise en termes de CO2. Et pour vous montrer ce lien qui pourtant paraît évident, mais qui ne l'est pas si souvent, je vous ai montré une photo d'une expérimentation qui a été faite en 1982. S'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros, parce que j'entends, ça résonne, c'est pas très agréable. Donc, en 1982, il y a une artiste qui s'appelle Agnès Denney qui avait fait pousser un champ de céréales au pied du World Trade Center. Donc 1982, on parle d'une autre époque, le World Trade Center était encore debout pour plusieurs dizaines d'années. Et elle voulait justement illustrer le fait de la déconnexion de la finance avec l'environnement. 1982, vous voyez, en 2024, on commence tout juste à avoir des outils qui permettent de lire ces émissions de carbone en corrélation avec sa comptabilité. Et nous, c'est ce qu'on vous propose chez Adesia. Donc, le prix pour une entreprise est de 4 900 €. C'est la même chose que ce que vous dira la BPI et l'ADEME, c'est-à-dire que c'est le reste à payer quand vous êtes pris en charge d'une partie du diagnostic avec ce type de subvention. Donc, ça, c'est pour votre bilan gaz à effet de serre que vous propose Adesia et qui sera obligatoire à faire dans votre cotation verte. Et je vous ai dit, donc ça, c'est vos actions, mais il y a aussi les conséquences, donc qui sont le risque climatique qui pèse sur l'activité de l'entreprise. Donc, le risque climatique, c'est quoi? Eh bien, on va regarder la vulnérabilité économique de l'entreprise, cette fois-ci en termes d'approvisionnement et d'inflation. Pour prévenir le risque climatique, l'entreprise va devoir réaliser une analyse de sa vulnérabilité économique. Donc, je l'ai parlé pour le CO2, mais ce n'est pas seulement, c'est aussi en termes d'approvisionnement et d'inflation. Par exemple, si on prend ce qui s'est passé avec le Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en rupture d'approvisionnement parce qu'elles étaient dans le secteur de l'électronique et que la Chine a été confinée pendant beaucoup plus de temps que nous. De ce fait-là, il y avait des usines qui étaient fermées, donc nos propres entreprises ne pouvaient plus être approvisionnées en connectique électronique. Et donc ça a causé des risques de perte de commandes clients, des retards, etc. Et bien sûr, l'inflation liée au problème d'approvisionnement, c'est l'histoire de l'offre et de la demande. Moins il y a la ressource et plus elle vaut cher. On le connaît pour l'or, on le connaît pour le pétrole. On l'a vu, on l'a largement expérimenté avec la guerre en Ukraine. Donc l'idée, c'est de faire pour l'entreprise une analyse de toutes ces faiblesses économiques, mais pas que. Dans le risque climatique, il y a surtout et avant tout le risque physique qui va être lié à la géolocalisation de l'entreprise, mais aussi où se trouvent les matières premières qu'elle utilise, et puis aussi la santé des collaborateurs, si on change certains produits, etc. Donc c'est vraiment un risque physique en cas d'accident ou d'incident ou de crise majeure
comment, qu'est-ce qui pèse le plus sur l'entreprise. Donc en général, moi j'aime bien le faire sous forme de matrice d'Eisenhower avec la probabilité que ça arrive et puis la maturité de l'entreprise en cas de crise. Et tout ça, en fait, ça nécessite de créer, de développer sa capacité d'adaptation, donc en créant des scénarios de type plan de continuité d'activité, où on va justement, en fonction des risques, de leur priorité, de leur gravité, de leur probabilité, mettre en place des choses. Alors, je sais que ça fait un peu fin du monde, mais il n'empêche que là, on le voit avec les tempêtes sur la côte, ce qui peut se passer. Il faut s'y préparer. Nous, dans cet exercice avec ADECIA, on a identifié des agences qui sont clairement sur le trait de côte et donc pour lesquelles il faut qu'on s'interroge en cas de forte tempête, en cas de montée des eaux ou d'inondation. Comment on gère le matériel et puis aussi l'activité pour répondre à nos clients et puis aussi la situation pour les salariés, sachant que c'est pas seulement leur donner un accès à leur bureau, c'est aussi qu'eux-mêmes habitent sûrement à proximité et donc feront aussi les frais à titre personnel de l'accident climatique qui pourrait avoir subvenu. Donc, mettre en place un plan d'adaptation et des scénarios d'adaptation, c'est déjà prévenir du risque climatique qu'on ne peut éviter de toute manière. Dans la cotation, la particularité, c'est qu'il faut le faire à 3 niveaux également, c'est-à-dire pour votre entreprise, c'est l'exemple que je donnais avec ADECIA, mais aussi pour vos fournisseurs et vos prestataires. C'est ce qui s'est passé, je disais, avec l'électronique, avec la Chine, mais aussi pour vos clients. Oui, parce que si vos propres clients se trouvent à utiliser alors je vais prendre la capture jusqu'au bout, c'est-à-dire imaginez l'entreprise qui est votre client, qui travaille dans l'électronique, qui a des problèmes d'approvisionnement parce qu'elle a besoin de produits chinois et qu'en plus c'est sur le trait de côte, à un moment donné, s'ils ne peuvent plus vous solliciter parce que vous êtes prestataire ou fournisseur, vous allez avoir un manque à gagner. Donc c'est anticiper ce risque climatique sur les 3 niveaux entreprise, fournisseur et client. Et il y a un quatrième que j'aurais tendance à, à souligner aussi, c'est que vos clients, ils vont aussi avoir des attentes parce qu'ils auront leurs propres obligations réglementaires. Par exemple, nous, dans la TPE dont j'avais parlé la dernière fois, c'était ça. Elle a un gros client qui est soumis à l'obligation de CSRD. Donc, il faut même que eux, en tant que petite TPE fournisseur prestataire, qui se mettent, qu'ils anticipent sur cette réglementation pour pouvoir répondre à leurs clients. Et l'enjeu du client sur la réputation est essentiel et même indispensable. Je pense qu'avec les réglementations, là, tout va être transparent. Tout le monde saura à peu près tout, surtout en matière de responsabilité environnementale. Donc l'enjeu de réputation va être plus que exacerbé. C'est un peu l'illustration que je vous ai mis là, avec cette fois-ci le monde de la mode. Donc c'est une forme d'art après tout, hein. Donc c'est un défilé qui a eu lieu en 2021 d'Yves Saint-Laurent. Alors l'ironie du sort, c'est qu'il voulait mettre en avant la sobriété et le retour au classique et à la simplicité dans la mode masculine. Et donc, ils ont décidé d'aller faire leur défilé au Maroc, au milieu du désert. Et donc, pour la simplicité et le retour à la sobriété, ils ont rempli une piscine de 500 mètres cubes d'eau qu'ils ont transportée par camion. Et puis, ils ont acheminé des climatiseurs pour plus de 300 journalistes, TikTokers, célébrités, influenceurs, etc. Donc, leur réputation en a largement pris un coup. Et ça, je pense que c'est des exemples qu'on va voir beaucoup passer dans l'actualité prochaine puisque tout va être transparent, on ne pourra pas ne pas traiter ce genre de sujet et aller vers ce genre de dérive parce que sinon les clients seront là pour le dire. Et donc, une fois que vous allez avoir fait votre analyse de risque et donné les données de votre bilan carbone, vous allez devoir, avec la Banque de France, réaliser une sorte de grand oral. Alors, est-ce que ce sera la Banque de France ou des prestataires? Je ne sais pas à ce stade. Toujours est-il que nous, dans notre grand oral, en gros, ils voulaient évaluer notre maturité stratégique compte tenu de tous les éléments que je vous ai dit. Donc, c'est un peu vous dire si vous êtes une banane ou pas, hein, d'où mon petit clin d'œil artistique. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Je dis juste que les deux œuvres étaient contemporaines l'une de l'autre. Donc, en termes de stratégie pour la Banque de France, nous, ils nous ont interrogés sur notre plan de transition.
Donc, compte tenu de ce que je viens de dire, est-ce qu'on est prêt ou pas à s'adapter? Le risque physique et les scénarios qu'on a anticipés, les objectifs de réduction de CO2, bien entendu, comment on met en place la gouvernance RSE en interne, est-ce qu'on a un comité RSE, etc. Donc c'est le cas pour Adesia. Dans chaque agence, on a un référent RSE, on a fait la fresque du climat, etc. Donc voilà comment nous, on fait en interne. Et puis, bien entendu, les actions en faveur des engagements pour les parties prenantes. En gros, c'est comment on discute non seulement avec nos clients, mais aussi avec nos fournisseurs et prestataires. Donc, pour les clients, vous le savez, moi, j'accompagne les clients d'Adesia sur leur transition et leur mise en conformité quand il y a des obligations. Et puis, bah voilà, je fais aussi ces webinaires-là pour partager de l'information et de la sensibilisation. En amont, il faut l'admettre, pour ADCA, il va y avoir un travail à réaliser avec les fournisseurs et prestataires avec lesquels on travaille. Donc, tout cet exercice, c'est vraiment pour évaluer une maturité, hein. Personne ne va s'attendre à ce que vous soyez zéro CO2, je l'ai dit tout à l'heure. Mais au contraire, regardez votre démarche, où vous en êtes, quels risques vous avez anticipés et qu'est-ce que vous pensez mettre en place en cas de situation catastrophe ou d'aléa climatique. Et donc, juste pour reboucler avec ce que je disais sur les émissions de CO2, non, on ne peut pas être neutre en carbone, c'est un mensonge physique. Par contre, on peut viser un minima d'émissions de carbone qui fait que l'entreprise, après, aura légitimité à aller financer, par exemple, des plans de reforestation en se disant, voilà, tout ça, tout ce CO2, on ne peut plus rien faire pour le limiter parce que nos salariés respirent. Je fais la caricature volontairement. Mais par contre, ce CO2, on sait qu'il faut tant de surface de forêt, donc on contribue à la reforestation pour absorber le reste de CO2 que nous, on ne peut pas réduire plus. Voilà. Et là, on peut dire qu'on arrive de la neutralité carbone. J'espère que je me suis bien exprimée. Donc, en résumé, cette cotation verte, il y a 3 éléments à retenir. La première, c'est qu'on va faire une évaluation de votre risque de transition carbone et de votre risque physique. Donc, on va regarder vos émissions de CO2, votre risque physique et quels objectifs, quelles actions vous mettez en place en face. Vous allez faire un questionnaire de maturité pour voir si votre entreprise elle est prête à s'adapter. Et c'est ça qui donnera lieu à une cotation verte qui, a priori, devrait être en mode très bien, bien, moyen, faible, très faible. Apparemment, il serait plutôt sur une évaluation comme ça. Donc j'espère vous avoir aidé à y voir plus clair sur ce qui nous attend en 2025-2026 avec ce déploiement de la cotation verte par la Banque de France. Je conclurai juste sur une petite chose. Si vous ne savez pas par où vous y prendre, je l'ai dit, hein, pour le bilan carbone, il y a une grosse collecte de données. Ça veut dire qu'il faut arriver aussi à emmener ses équipes dans ce genre de démarche et c'est pas toujours facile quand on voit le travail quotidien qu'il y a à réaliser. Et puis, il faut pouvoir donner du sens sur ce qu'on fait. Donc, nous, à ADC, on a fait par exemple la fresque du climat. Et j'ai une petite news qui va sûrement vous faire plaisir. C'est que donc cette fresque du climat, c'est un atelier qui permet de sensibiliser les collaborateurs au dérèglement climatique. Et en plus d'être ludique, il y a de plus en plus d'OPCO qui permettent de prendre en charge financièrement l'organisation de l'atelier. Ça peut rentrer dans votre plan de formation à partir du moment où vous travaillez et vous organisez l'atelier avec un organisme de formation certifié Calliope, et c'est le cas chez Adesia. Donc, nous, on vous propose déjà dans une première étape pour votre cotation verte de commencer par cette fresque du climat pour pouvoir amorcer un changement en interne et qui a du sens et préparer votre cotation verte. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur certains aspects. Moi, je rebondir sur en fait ce que tu as dit sur les risques parce que alors moi je travaille dans une entreprise, je suis en alternance. Je travaille dans une entreprise qui est grossiste boisson. On a des dépôts sur toute la Bretagne et avec la tempête Kiaran, on a eu, je vais pas dire que je pouvais rêver mieux en termes de sensibilisation, c'est pas vraiment l'expression la plus appropriée. Mais on a un dépôt dans le Finistère, on a eu notre toiture arrachée, donc le dépôt il a 2 ans, donc toiture avec panneaux photovoltaïques arrachés.
Les poids lourds, on n'avait pas le droit de rouler. Ouais. Donc du coup, on a eu aussi des pannes d'électricité, donc les salariés, enfin le dépôt, l'ADV pouvait pas travailler, les livreurs pouvaient pas travailler, et on a nos clients qui ont eu donc nos majorité de nos clients, c'est les CHR, donc café, hôtel, restaurant. Donc entre les caves inondées, les terrasses arrachées et compagnie, là, on a eu vraiment tous, en une seule fois, tout ce à quoi on pouvait être confronté. Mhm. Avec les risques d'appro, puisque pareil, on a de la marchandise qui vient de la Bretagne donc, et autres sur le territoire national. Donc, comme ça ne pouvait pas rouler en Bretagne, on a eu des manques en fait. Bah Donc oui, là, pendant 3 semaines, on a sur ce dépôt-là, activité zéro. d'accord. Ouais. Et alors, du coup, depuis, est-ce qu'il y a eu des choses de mise en place pour en cas de situation Euh, catastrophe comme ça? Pas vraiment, mais une prise de conscience. Plus une Ouais. prise de conscience qu'il va falloir travailler sur le fond. Parce qu'on a beaucoup de nos dépôts qui sont sur le littoral. Ouais. Je prends aussi l'exemple, moi, du fait que j'ai remonté un risque qui n'avait pas été identifié par le pôle logistique. On a un dépôt à Saint-Nazaire qui est juste à 1,5 km de Yara, voilà, et juste D'accord. à côté de Donge également. Donc, peut-être faire une action de sensibilisation ou tout bêtement de voir avec la mairie ou les préfectures, est-ce qu'il y a des plans en place? Qu'est-ce qu'il y a comme mesure de protection si jamais il y a un incident? Parce que bon, on sait que Yara, c'est je ne sais plus combien de centaines de fois en stockage l'équivalent d'AZF. Et quand on Ouais. voit le cratère que ça a fait à AZF, là, Mmh. moi, j'ai fait remonter l'information que c'est pas un risque qui avait été identifié parce que Ouais. l'entreprise s'est surtout concentrée sur les risques qu'elle pouvait avoir envers l'extérieur, mais s'est pas Ouais. posé la question de l'inverse, de l'extérieur Ah vers ouais. l'intérieur. Eh oui, ça Et c'est quand on vraiment voit la la liste nouveauté. Mmh. de sites Céveso en France, classés haut, Ouais. c'est peut-être une démarche que les entreprises pourraient aussi Ah bah, c'est pourraient avoir. obligatoire de toute façon, en fait, hein. C'est vraiment elles, comment elles peuvent subir ce type d'aléas et c'est assez merci beaucoup pour ce retour parce qu'effectivement, à chaque fois que j'en parle en entreprise, on me dit: «Oui, mais non, mais nous» et c'est vrai que j'ai l'impression de faire, les Cassandre, qui vient annoncer la fin du monde et puis ça arrive aux autres. Mais bon, je me dis dans l'actualité, il y a tellement d'exemples que peut-être mais non, en fait. Les entreprises continuent de penser qu'elles sont pas, trop concernées, que bon, ce serait vraiment pas de chance. Mais faut se dire que ce que tu me racontes là, ça devient tellement récurrent qu'il y a même des politiques d'assurance qui n'assurent plus. Parce qu'en fait, on assure un aléa climatique. Le truc, c'est ce qui se passe, alors pas en Bretagne, mais dans le Pas-de-Calais. Il y a des assurances, alors pour les particuliers, hein, qui veulent se retirer de ce type de police d'assurance parce que ce n'est plus un aléa à partir du moment où ça se produit tous les ans. Donc, heu, donc il y a vraiment un sujet, pour les entreprises à la fois de se protéger. Donc je trouve la remarque intéressante parce que moi aussi, dans ce cadre-là, depuis, j'ai contacté les services d'urbanisme et cetera, pour voir eux comment ils voient les choses pour protéger le trait de côte puisque nous les agences, c'est le trait de côte aussi, et puis, voir comment, les choses sont anticipées, mais aussi comment on fait en cas de catastrophe, quoi. Et heu et du coup, je trouve ça intéressant aussi parce que je parlais du plan de continuité d'activité. C'est quelque chose qui aurait pu aider beaucoup d'entreprises pendant le covid. Très peu en avaient et au final, après le covid, nous, on s'est dit qu'on allait pouvoir accompagner nos clients et on a, presque personne après covid qui a pourtant été sensibilisé, hein, au moment du covid. Il y en a très peu qui ont voulu, mettre en place, ce type d'analyse et de préparation en cas d'autres, situations catastrophes. Donc, des fois la sensibilisation ça suffit pas. Je pense que tu devras, mener un travail encore de longue haleine pour, que justement des scénarios soient prêts, dans l'avenir. Je vois, quelqu'un d'autre, François Leblanc. Oui, bonjour. Vous aviez une question? Votre micro doit être éteint. Je vous entends pas. Ah, attendez.
Non, c'est pas moi, ça doit être vous. Excusez-moi, je vous entends pas. Est-ce que vous voulez mettre votre question dans la conversation? Quel est le lien avec la CSRD, même référentiel? OK. Très bonne question, merci. Donc en fait, dans la CSRD, ça va beaucoup plus loin que ce que j'ai décrit là. C'est-à-dire que, finalement le bilan carbone, alors, n'est pas obligatoire dans la CSRD, mais ce qu'on demande dans la CSRD, c'est sur la norme environnementale, sur le dérèglement climatique. Il faut que l'entreprise soit en mesure de donner ses émissions de gaz à effet de serre pour les 3 scopes. Donc même si l'entreprise n'est pas obligée de faire son bilan carbone, je ne vois pas bien comment elle pourra répondre à la question sans l'avoir fait. Mais ça, c'est qu'une norme. Il y en a 12. Donc derrière, il y en a 4 autres sur l'environnement. Alors, de mémoire. Il y a la pollution, il y a l'utilisation de ressources, la biodiversité et l'économie circulaire, juste pour l'environnement. Donc il y a encore beaucoup plus de choses que ce que je viens de décrire là. Et il y a tout un volet social avec 4 normes sociales. Donc là, ce serait plus mes collègues qui pourraient vous renseigner, mais il y a les travailleurs sur la chaîne de production, il y a les communautés citoyennes, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments sociaux. Et il y a également une norme sur l'éthique des affaires. Donc, vous voyez, en fait, la cotation verte, c'est déjà un bout de la CSRD, mais c'est juste une partie émergée de l'iceberg par rapport à la CSRD qui est beaucoup plus complète. Donc finalement, si j'ai voulu faire cette communication aujourd'hui, c'est aussi parce que les TPE-PME auraient, à mon avis, tout intérêt à déjà commencer leur bilan carbone pour se préparer à la fois à la cotation, mais aussi à répondre à leurs gros clients s'ils en ont. Pour une ETI, TPE, faut-il commencer par scope CSRD ou cotation Banque de France? Alors de toute façon, la Banque de France, pour le moment, c'est juste volontariste, donc c'est plus elle qui va démarcher l'entreprise que l'inverse. La CSRD pour les ETI et les TPE qui sont pas obligés. Alors pour une TPE, quand même, ça me paraît vraiment... Une TPE, c'est petit, hein, donc il faut vraiment être très avancé pour s'embringuer dans une CSRD. Par contre, il y a une CSRD volontaire. Pour des petites entreprises, je pense que ce qui est bien, c'est de faire son bilan carbone, de commencer étape par étape. Tant qu'on n'est pas dans l'obligation, il vaut mieux y aller doucement. De toute façon, là, pour la TPE, c'est ce que j'avais dit dans mon webinaire précédent. Au final, déjà, d'avoir fait un mini diagnostic RSE, ils étaient déjà plus à l'avance que tous les autres prestataires fournisseurs de leurs gros clients. Donc voilà, commencer plutôt par des émissions de CO2, c'est vraiment une petite partie de ce qu'est la RSE, mais ce sera toujours un début. La particularité qu'on a chez ADECIA, c'est qu'on travaille beaucoup pour les TPE-PME. Donc finalement, on se dit qu'il faut vraiment les préparer, elles, même si elles ne sont pas obligées, à répondre à leurs clients par effet domino. Il y a eu un article du président de la CPME qui témoignait du fait qu'il va y avoir quand même un tsunami avec cette CSRD sur les TPE-PME. Parce que même si tout le monde ne le voit pas venir, ça, effectivement, on va concerner la CSRD directement 5000 entreprises, c'est pas énorme en France. 99% sont des TPE-PME. Il n'empêche qu'il va falloir qu'elles se préparent à répondre à leurs clients puisqu'elles travaillent pour des grandes entreprises. Bonjour. Bonjour. Du coup, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, je travaille dans une PME. On n'est pas beaucoup, on est 40, mais on travaille avec des gros clients. Et mon patron, quand il a été en rendez-vous client il y a quelques semaines, c'est exactement ce que lui a sorti le client en fait. Oui, la CSRD, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais par contre, il va falloir vous y mettre parce que nous, on va vous demander des comptes. Ah oui. Ouais. Ah oui, non, mais bah écoutez, si vous avez besoin en off, je pourrais vous dire comment concrètement je fais pour accompagner des TPE, mais oui, c'est ça en fait. Ils vont avoir. En fait, il faut se dire que je vais faire le comparatif avec les normes qualité. La norme qualité, c'est une norme. Alors déjà, c'est pas une obligation réglementaire, mais peu importe. C'est une norme qui oblige quand même à revoir tous ces process internes pour pour vendre des produits qui soient reconnus de qualité et donc fiables pour les consommateurs et au moins le client final. C'est
quasiment que de l'interne. La CSRD, la grosse particularité, c'est qu'il va aussi, comme pour le bilan carbone, il va falloir aussi analyser l'amont et l'aval en termes de démarche. Donc, pour que l'entreprise puisse faire son rapport de CSRD et se mettre en conformité, elle va devoir aussi aller voir ses fournisseurs et ses prestataires pour les sonder sur leurs émissions, sur leur méthode de transport, sur le type de ressources, sur la gestion des déchets, etc. Donc, bien sûr, les attendus, les premières années vont quand même avoir du temps pour s'adapter, hein. Mais il n'empêche qu'il faut quand même l'anticiper parce que ça va être, un travail de longue haleine. C'est-à-dire que les entreprises nous en interne, qui sont soumises à la CSRD, je leur recommande de s'y mettre maintenant pour être prêtes à publier en 2026. Parce que la première année, il faut à peu près 18-24 mois de préparation. Et donc, ça vous donne une idée pour les TPE et PME, quand même, la quantité de travail qu'il faudra fournir. Après, au moment de la première publication, les 2 premières années, les commissaires aux comptes, ils vont avoir un peu de temps pour valider la démarche et surtout un peu plus comment dire, de souplesse par rapport à ce qu'ils font en termes d'audit d'habitude. Il y aura un petit peu de souplesse les premières années de publication, mais dans les 10 prochaines années, le monde aura changé du fait de la CSRD, je pense, vraiment. Donc les TPE et PME pourront pas y couper, oui. Alors je regrette un peu, du coup, j'aurais peut-être dû faire une présentation un peu plus CSRD, mais c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Mais de toute façon, vous allez voir passer dans l'actualité. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous verrez passer des posts et pourquoi pas. Après, moi, je le fais plus individuellement. Donc, si vous voulez que j'échange avec vous à titre perso sur la CRD, voilà, je peux vous le faire et vous expliquer plus en off de quoi il va s'agir pour vos clients.